Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les protides. Alors les protides, troisième famille de biomolécules que vous avez déjà vu en biologie. Et d'un point de vue chimique, ce sont en fait des molécules qui contiennent tous de l'azote et qui sont fabriquées toutes à partir des mêmes briques fondamentales, à savoir les acides aminés. Donc regardons un petit peu ce que c'est un acide aminé. Donc d'après son nom, il va contenir un groupe acide carboxylique avec un groupe amine. Alors, ces deux vont être présents sur la même molécule, à différents endroits. Par exemple, ici, ma fonction amine et ma fonction acide carboxylique sont portées par le même carbone. On va appeler ça des acides alpha-aminés, donc qui sont les constituants essentiels pour le vivant. Ce ne sont pas les seuls. En fonction de l'emplacement où se trouvent mes deux fonctions, et par exemple, si la fonction amine et la fonction acide carboxylique sont séparées d'un carbone, c'est-à-dire que lui va se retrouver ici, on va appeler ça des acides bêta-aminés, et si on décale encore d'un carbone, etc., etc. Sachant que dans le vivant, les acides alpha-aminés sont les acides aminés essentiels, dont une vingtaine sont suffisants pour constituer l'essentiel des biomolécules, en tout cas des protides. Au niveau de la nomenclature, alors ce qui va poser problème, c'est qu'on a deux groupes en compétition, le groupe amine, le groupe acide carboxylique. Alors le nom de la molécule sera donné par le groupe, par la fonction acide carboxylique, et le groupe amine sera considéré comme un substituant, qu'on va appeler amino. Donc pour cet exemple-là, cette molécule, ce sera un acide. Le groupe amino sera en deuxième position, donc ce sera 2 aminos. Et j'ai 3 carbones, donc propanoïques. Donc on voit bien que c'est bien l'acide carboxylique qui impose son nom. Et ce sera vrai, quels que soient les acides aminés. Alors, ces noms-là, ce sont des noms qui ne sont pas utilisés systématiquement. On leur préfère des noms beaucoup plus classiques, beaucoup plus courants, comme par exemple la glycine, le glycocol, etc., plutôt que acide de 2 aminos, etc. Alors, au vu des groupes qu'ils portent, ils vont avoir des propriétés acido-basiques. Donc, à cause du groupe amine, on va avoir des propriétés basiques. Le groupe amine peut réagir et s'ioniser, donc gagner un ion H+, alors que le groupe acide carboxylique, donc groupe acide, donc fonction acide, peut céder un ion H+, dans les réactions. Ce qui fait que, en fait, quand on regarde un acide aminé, on peut avoir trois formes possibles. En fonction du pH, l'acide aminé va être différent. Par exemple, en milieu acide, je vais avoir les groupes acides ou les conjugués acides de mes deux groupes acide carboxylique amine, donc NH3+, pour la fonction amine en milieu acide, COH pour l'acide carboxylique. Quand on va augmenter légèrement au niveau du pH, c'est l'acide qui va dans un premier temps céder son UH+. Et quand on va revenir au milieu basique, c'est NH2 qui va apparaître. Donc ici, en fait, on peut considérer qu'on a un composé qui peut libérer ou qui peut échanger 2 ions H+. Alors, juste pour information, ici, on a une molécule chargée moins plus qui est globalement neutre. On appelle ce composé un zwitterion. Et nous, dans nos exercices, plutôt que toujours se poser la question, je suis dans quel milieu, quel pH, donc quelle forme, on va construire une molécule théorique sans charge. Donc on va garder le groupe NH2 et on va garder le groupe COH. Donc c'est purement hypothétique, mais au moins ça nous évite de nous poser la question systématique de quel pH je suis. Quel que soit le pH, on considérera cette forme dans les réactions.
Ça sera beaucoup plus pratique. Maintenant, ces acides aminés, on peut les mettre en évidence avec un réactif qu'on appelle l'anhydrine. Alors, ce composé, on le mélange avec son acide aminé, plutôt transparent, et après passage au bain-marie, on a comme ça une coloration bleu-violette qui apparaît, caractéristique de la présence d'un acide aminé. Alors maintenant, ces acides aminés vont et peuvent réagir ensemble. Par exemple, prenons cet acide aminé, donc j'en ai pris un acide alpha-aminé quelconque, groupe R, tout ce qu'on veut. J'en prends un autre, différent, R1, et comme on l'a déjà vu dans les biomolécules, je vais m'arranger pour avoir en face à face les deux groupes caractéristiques des deux molécules. Donc le groupe acide carboxylique, le groupe amine de l'autre molécule en face à face. Et là, comme on l'a déjà vu, il va y avoir une réaction entre OH d'un côté et H de l'autre. Les deux, si on les supprime, formant la molécule d'eau. Donc un parti d'ici, un OH ici, un H parti ici, molécule d'eau. Et maintenant, mes deux molécules tronquées vont pouvoir fusionner l'une avec l'autre avec la molécule H2O. D'accord? Exactement comme on l'a déjà vu sur les lipides. Et donc au final, un acide aminé plus un autre acide aminé va me former ce qu'on appelle un peptide, avec ici cette liaison qu'on a créée, qu'on appelle liaison peptidique, plus de l'eau. Alors juste pour information, ici j'ai pris le parti de commencer par la fonction acide carboxylique. J'aurais pu faire le contraire, prendre le groupe NH2 en premier, et ici à l'inverse, prendre le groupe COH en face. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, on a deux possibilités différentes, en fonction de qui réagit avec qui. Soit c'est cet acide avec cette amine, soit c'est l'inverse, c'est cette amine avec cet acide. Et donc ce qui fait qu'on peut augmenter en fait les types de composés formés. Alors, cette nouvelle liaison qui se forme, on peut la mettre en évidence avec ce qu'on appelle le test du biurée. Donc, on prend notre composé, on rajoute de l'hydroxyde de sodium concentré, on mélange, on va rajouter du sulfate de cuivre, et s'il y a une liaison peptidique, on va avoir ce qu'on appelle un voile violet, une coloration violette qui apparaît. Ici, on voit ici un voile violet sur un fond bleu. Donc le fond bleu, c'est le sulfate de cuivre, et ici, c'est le composé qui s'est formé par réaction avec la liaison peptidique. Alors, dans mon exemple, j'ai traité deux acides aminés qui réagissent. Mais dans la réalité, on peut en avoir beaucoup plus. Et donc, en fonction du nombre d'acides aminés qui réagissent, on va avoir deux catégories de molécules différentes. Donc, dans un premier temps, s'il y a peu d'acides aminés qui réagissent, donc on considère moins de 100, on va avoir des peptides. Et là, pareil, il va y avoir une distinction entre le nombre d'acides aminés qui réagissent. Par exemple, s'il y a peu d'acides aminés qui réagissent, on va avoir des oligopeptides. On considère que c'est inférieur à 10. Par exemple, l'aspartame, sans sucre, et la pénicilline. De l'autre côté, si j'en ai plus que 10, on va avoir des polypeptides. Un exemple, l'insuline, qui comporte 51 acides aminés qui ont réagi. Alors ça, c'est si c'est inférieur à 100. Ah oui, pardon. Et en général, en biologie, ce qu'on aime bien noter plutôt que les formules chimiques, c'est les acides aminés sont symbolisés par des formes, voire par des formes avec des lettres à l'intérieur, reliées par des liaisons peptidiques à l'intérieur. Donc ici, j'ai un dipeptide, 2 acides aminés, tripeptide, 3 acides aminés, ici polypeptide, plus. Et donc à chaque fois, le symbole représente un acide aminé. Et généralement, donc, on pourra le retrouver, souvent on le voit au niveau du bac, des ronds avec le nom, plutôt que d'avoir des formes différentes. Un rond avec les initiales,
ça sera largement, c'est très largement utilisé. Alors, ça c'est s'il y a moins de 100 acides aminés. S'il y en a plus, et on considère généralement plus de 1000, on va avoir ce qu'on appelle des protéines. Donc là, pareil, deux catégories. Alors là, vu le nombre, on va plus dire il y en a peu ou pas beaucoup, c'est forcément beaucoup. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces molécules. Donc, beaucoup d'acides aminés, mais on va regarder s'il n'y a que des acides aminés, on va appeler ça une holoprotéine, donc formée que d'acides aminés. Donc par exemple, le collagène pour la peau, le myosine pour les fibres. Et par contre, si cette protéine contient des acides aminés plus d'autres molécules, on va appeler ça une hétéroprotéine. Par exemple, l'hémoglobine est constituée d'acides aminés plus de fer. Et donc, hétéroprotéine, si je regarde ce qui est à l'intérieur, j'ai pas que des acides aminés. Et donc, on peut avoir comme ça pas mal d'exemples où on va retrouver autre chose. Au niveau de leur structure, c'est assez particulier. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas qu'une. Par exemple, quand on a une chaîne d'acides aminés relativement entre guillemets, courte, et ben on va avoir ce qu'on appelle une structure primaire, c'est-à-dire que mon peptide, ma protéine, va se trouver sous la forme d'une longue chaîne linéaire. Ensuite, si cette chaîne possède certaines caractéristiques ou si elle devient beaucoup trop longue, elle va avoir tendance à se regrouper, ou on va dire s'affaisser, avec ou grâce à des liaisons hydrogènes. Donc des liaisons hydrogènes vont se former entre la molécule. Ici pareil. Ici on forme des hélices. Et donc on va avoir une structure beaucoup plus compacte, structure secondaire en forme d'hélice, grâce à les liaisons hydrogènes. Maintenant, en allant beaucoup plus loin, on peut imaginer que, c'est toujours pareil, si les conditions sont requises, cette structure peut encore se relier sur elle, c'est-à-dire que j'ai plusieurs liaisons hydrogènes au sein de ma molécule. Et donc on va avoir comme ça ce qu'on appelle une structure en pelote de laine, donc bien compacte. Et pareil, si on continue toujours dans l'ensemble, je vais avoir une structure quaternaire où j'ai plusieurs pelotes qui vont se coller les unes aux autres. Alors maintenant, cette structure n'est pas figée. On peut ce qu'on appelle la dénaturer, c'est-à-dire la changer. Ici, j'ai a priori une structure quaternaire ou tertiaire. Par changement du milieu, donc soit un changement de pH, soit un changement de température, la structure va changer. Par exemple, ici, les filaments, la structure va se délier. Ces différentes structures vont se relier d'une certaine manière. Et en général, ce changement n'est pas inversable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dénaturé la molécule, on ne peut plus revenir en arrière. C'est le cas, par exemple, quand on caille du lait. On change le pH, la structure des protéines change, on a une structure beaucoup plus compacte. Et par exemple, quand on fait cuire un œuf, et ben, le blanc, pareil, va changer de structure, passe d'un état liquide à un état solide. Et donc cet effet est permanent, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est ce qu'on appelle la dénaturation. Pour les propriétés chimiques de mes peptides et de mes protéines, eh ben, par définition, c'est des biomolécules qu'on va ingérer. Ils vont pouvoir être hydrolysés, c'est-à-dire que mon assemblage d'acides aminés sous l'influence de ma molécule ou de mes molécules d'eau va se casser en tous les acides aminés qu'il constitue. Durant la digestion, par exemple, au niveau de l'estomac, on a sécrétion d'acide, une enzyme peptide qui va faciliter les ruptures des liaisons peptidiques entre mes acides aminés,
Donc la protéine ou le peptide va être digéré et cassé en chaînes beaucoup plus courtes, voire en acides aminés seuls, qui seront absorbables par l'organisme. Maintenant, d'un point de vue chimique, comment ça se passe? Donc, j'ai mon acide aminé. L'eau va venir agir sur ma liaison peptidique, va la briser, et donc je vais me retrouver avec la première partie de ma molécule, à côté la deuxième partie de ma molécule, et la molécule d'eau qui a participé à la cassure de cette liaison va venir combler les trous. Une partie de la molécule d'eau va venir sur NH pour retrouver le NH2, la fonction amine de départ, et l'autre morceau de la molécule d'eau, OH, va venir se greffer sur l'autre partie pour donner ou redonner la fonction acide carboxylique. Et donc j'ai bien HOH, H2O. Donc au bilan, mon acide, enfin ici c'est mon dipeptide, plus de l'eau, et je vais retrouver un premier acide aminé plus un deuxième acide aminé, qui correspondront au premier morceau devant la liaison peptidique, l'autre derrière la liaison peptidique. Et là pareil, je l'ai fait pour un dipeptide, donc pour une liaison, mais si j'ai plusieurs liaisons peptidiques, il y aura exactement la même chose. L'eau va briser une liaison peptidique, puis va en briser une autre, etc., etc., etc. Alors, mes peptides, mes protéines, comme les acides aminés, vont avoir des propriétés acido-basiques, amphotères, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils vont se comporter à la fois comme un acide, à la fois comme une base, parce que si on regarde la structure, j'ai toujours ma fonction amine basique d'un côté, j'ai toujours ma fonction acide carboxylique de l'autre, donc acide, et donc je vais avoir, pareil, les mêmes propriétés citées tout à l'heure, avec lui qui peut ici gagner un H+, lui le perdre, en fonction du pH. Et donc en fonction du pH, j'aurai une forme ou une autre d'un acide, enfin de ma protéine et mon peptide. Pour les tests, c'est pareil que pour les acides aminés. Pardon, pas que les acides aminés. C'est pareil que pour la liaison peptidique, vu que les protéines et les peptides n'ont pas une liaison peptidique, mais beaucoup plus. Donc on va refaire le test du biurée. Mon composé plus de la soude caustique, plus sulfate de cuivre, va donner ce qu'on appelle un voile violet en surface. Alors en conclusion, que retenir de ce chapitre? Alors dans un premier temps, il va falloir retenir ce que c'est un acide aminé, sa structure, donc surtout alpha-aminé, donc acide carboxylique amine. Il va falloir retenir ce que c'est une liaison peptidique et comment elle se forme, l'équation. La classification, je ne sais pas pourquoi je dis fameuse, la classification des protéines, un peu plus compliqué que les lipides, mais qui ressemble quand même aux glucides. Et les différents tests qu'on peut effectuer dans cette famille. Donc voilà pour l'essentiel. Maintenant, plus qu'à mettre ça en application sur les exercices. Bon courage à vous.